Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Public Sénat. Interdire le voile à l'université, la question a été soulevée la semaine dernière par Manuel Valls, immédiatement recadrée par François Hollande. La place de l'islam dans l'espace public et sa pratique, une question récurrente dans le débat politique. C'est aussi l'objet de cette mission d'information au Sénat, créée à la demande du groupe centriste sur la place, le financement de l'islam en France. Je vous propose ce matin de revoir cette table ronde avec les représentants de culte des principales confessions en France. Tout de suite, direction votre table ronde. Bonjour à tous et à toutes et merci de votre présence à chacun et chacune. Je voudrais vous rappeler que le bureau de notre mission d'information avait jugé tout à fait intéressant d'organiser une table ronde entre les représentants des principaux cultes pratiqués dans notre pays pour mieux connaître comment ils s'organisent et dialoguent ainsi avec les pouvoirs publics. Ce n'est pas une séance de dialogue interconfessionnel, mais ce travail s'inscrit dans notre réflexion d'ensemble de notre mission sur la place, l'organisation et le financement du culte musulman en France. Plusieurs de ces questions ne sont pas propres à l'islam, d'où la nécessité d'examiner les problématiques communes ou, à l'inverse, les spécificités de chaque culte. Dans cette perspective, donc, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui des représentants des 6 religions avec lesquelles le ministère de l'Intérieur, en charge des cultes, entretient un dialogue institutionnel régulier, à savoir les bouddhistes, les catholiques, les israélites, les orthodoxes et les protestants. Je les ai cités par ordre alphabétique parce qu'il faut bien un ordre qui soit très objectif et sans aucun autre, je dirais, critère. Bien sûr, bien entendu, le Conseil français du culte musulman a lui aussi été convié à cette table ronde, même si dans le cadre de nos auditions engagées depuis maintenant plusieurs semaines, nous avions eu l'occasion d'entendre son président. Le président du Conseil français du culte musulman n'était pas disponible cet après-midi. Pour autant, il fait le maximum pour que l'un des représentants puisse nous rejoindre au plus vite. Mais pour le moment, je n'avais pas d'autres précisions à vous apporter. Plusieurs sujets donc retiennent notre attention. La formation des ministres du culte, le financement des lieux de culte ou des actions cultuelles, y compris sur des fonds venant de l'étranger, les relations avec les pouvoirs publics et le choix des interlocuteurs en charge de ce dialogue institutionnel. De manière plus spécifique, nous nous intéressons également à la prise en compte de certaines prescriptions religieuses, comme particulièrement ou précisément l'abattage rituel. Pour la bonne organisation de notre débat, je vais d'abord donner la parole à chacun et chacune d'entre vous pour 10 minutes à peu près chacun. Puis nous pourrons laisser, je dirais, la parole à ce qui me concerne, à notre co-rapporteur, Madame Goulet, bien évidemment à chacun de mes collègues sénateurs et sénatrices, et puis nous pourrons échanger ainsi pendant un peu plus d'1 heure. Enfin, le temps est limité comme toujours, mais il n'est absolument pas figé, et nous prendrons le temps qu'il le faut pour maintenir et entretenir donc nos échanges. Vous le comprendrez, si je peux me permettre d'insister un tout petit peu, car chacun d'entre nous devra faire un effort de concision pour nous permettre de tenir nos délais, même si je vous le disais, nous ne sommes pas figés et la lumière ne va pas s'éteindre à 1 minute précise, mais je pense que pour l'intérêt de nos échanges, il est préférable que l'on essaie les uns et les autres. Je sais que c'est difficile par expérience d'être le plus concis. Enfin, je vous rappelle que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo qui est diffusée en direct sur le site du Sénat. Alors peut-être pouvons-nous, voilà, l'organisation, je vous ai cité par ordre alphabétique tout à l'heure et vous êtes placés ainsi. Peut-être pourrais-je donner le micro tout d'abord au président de l'Union bouddhiste de France, Monsieur révérend Olivier Regan Wang-Jen, et puis je vous suggérerai ensuite chacun et chacune dans cet ordre de prendre la parole pour vous exprimer sur nos sujets. Je voulais encore une fois vous remercier très sincèrement de votre disponibilité, de votre présence
cet après-midi. Ces échanges sont importants pour nous pour enrichir notre réflexion dans le cadre de la mission d'information qui donc a été, je dirais, installée depuis quelques semaines maintenant. Merci. Monsieur. Sur la touche rouge, voilà. Bonjour. Parfait. Voilà, donc je voudrais dresser un très rapide historique de façon à situer, mieux situer, disons, la présence du bouddhisme en France qui remonte à la fin des années 60, 1960, où de très grands maîtres de différentes traditions sont venus s'installer quasiment sans concertation, hein, mais quasiment ensemble sur le territoire français. Notamment des maîtres des traditions zen, bouddhisme zen et bouddhisme tibétain. Très rapidement, courant des années 70, suite aux grandes vagues d'immigration, notamment du Vietnam, du Laos, du Cambodge, de tous les pays du sud-est asiatique touchés par les événements dramatiques qui se déroulaient dans cette région à ce moment-là. De très nombreuses communautés sont arrivées en France et bien évidemment ont amené avec elles leur tradition, leur culte et leur lieu de culte. Alors je crois que c'est important de distinguer ces deux façons différentes dont le bouddhisme s'est implanté sur le sol français. Les grands maîtres qui sont arrivés en France dans les années 60 ont été suivis pour la plupart par des Français présents sur, on va dire, de souche, même si cette expression est malheureuse, mais voilà, de tradition. Et donc les lieux de culte qui ont vu le jour très rapidement ont été mis en place, disons, de façon extrêmement pragmatique. Ce sont des appartements, ce sont des locaux commerciaux, ce sont des locaux industriels qui ont été installés comme des lieux de culte. Très rapidement, quelques années après, on a commencé à assister à la construction de lieux de culte, notamment de temples tibétains dans la fin des années 70, début des années 80, qui ont été construits non pas sur Paris, mais sur des régions comme le Massif central ou le sud-ouest, notamment, qui ont été construits comme des temples tibétains, comme on peut en trouver au Tibet quasiment, hein. Donc ça fait, dans le paysage, ça peut être un petit peu surprenant parfois. On se croirait dans Tintin au Tibet presque, dans certaines régions. Et là, ça a été des vraies répliques de lieux de culte des pays d'origine. Mais la plupart des communautés françaises, donc, ont acheté des locaux, des hôtels-restaurants, des colonies de vacances pour y installer des lieux de retraite et bien sûr les adapter, disons, le plus possible, mais sans toucher l'architecture globale. Ce qu'il faut signaler, c'est que les financements de toutes ces constructions, qu'elles soient des lieux de culte se rapprochant des lieux originels ou des lieux adaptés, disons, ont été financés par les membres des différentes communautés, par des pratiquants donc, et ou des sympathisants et des donateurs qui ont fait des dons souvent importants. Dans tous les cas, ce qui paraît très important pour les bouddhistes, c'est d'avoir des lieux de culte dignes, puisque en Asie notamment, le lieu de culte, la pagode, est souvent, comment dire, extrêmement décoré, et on en fait un vrai lieu spécial, hein. Il n'est pas rare de voir des gens en Asie qui préfèrent, plutôt que d'acheter du riz pour leur famille,
acheter des feuilles d'or pour dorer le Bouddha de la pagode. Donc ce sont vraiment des lieux importants pour les bouddhistes. À titre d'anecdote, je voudrais citer le fait que le principal lieu de culte pour l'Union bouddhiste de France, c'est la grande pagode du bois de Vincennes, qui est donc la propriété de la ville de Paris et avec laquelle l'Union bouddhiste de France a une convention, occupe les lieux depuis maintenant une dizaine d'années, puisqu'il y a ce grand Bouddha doré à l'intérieur. Nous avons fait pendant plusieurs années des demandes extrêmement insistantes auprès de la mairie de Paris pour qu'un budget soit alloué pour la rénovation de ce lieu, car c'est une construction que vous connaissez peut-être, qui remonte aux années 30 lors de l'exposition coloniale et qui tombait vraiment en état de délabrement assez avancé. Et donc il n'était vraiment plus un lieu digne pour le bouddhisme en France. Donc la mairie de Paris a fait des travaux importants qui se sont terminés l'an passé, milieu 2015. Et maintenant, c'est un lieu qui a une bonne présentation. Voilà. Alors je voudrais juste terminer en ce qui me concerne sur la formation des ministres du culte. Les ministres du culte dans nos traditions sont formés à l'intérieur de chacune des traditions et sont pris en charge donc par chaque tradition bouddhiste. Les Tibétains, le bouddhisme tibétain forme les ministres du culte tibétains, etc. pour les autres traditions. Voilà. Et je vais passer maintenant la parole à Madame Minh Trivo, qui est d'origine vietnamienne et qui pourra mieux parler que moi des pagodes et des lieux de culte vietnamiens qui sont importants sur la région parisienne notamment. Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, comme dit notre président, donc l'implantation de la communauté asiatique d'origine vietnamienne, laotienne, cambodgienne remonte dans les années 70. Et donc nous arrivons vraiment en vague. Et un petit mot pour remercier, plein de gratitude pour la France qui nous a vraiment très très bien reçus et qui a permis depuis 70 jusqu'à maintenant une période de calme où les blessures de guerre ont été transformées, apaisées. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, alors comme dit Olivier Wangen, la formation de nos ministres des cultes, eh bien, en venant, nous emmenons avec nous nos moines. Ils sont des moines traditionnels, des moniales aussi, traditionnels, formés souvent dès l'âge de 10-15 ans dans les pagodes. Et la particularité du bouddhisme, c'est l'expérimentation. Donc, il y a des études de sutras, mais c'est surtout un apprentissage. Les moines et les moniales doivent apprendre à pouvoir expérimenter ce qu'ils apprennent pour toucher la réalité et de ce fait-là, pour pouvoir nous, disons que, aider, guider les pratiquants. Donc, durant ces années, ces moines ont vraiment acquis un travail colossal au point de vue social pour apaiser ces populations très meurtries, cambodgiennes, vietnamiennes. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc voilà, donc formation interne, donc il faut vraiment 10 ans, 20 ans de pratique à l'intérieur dans l'enceinte de la pagode et confronté à la réalité de la vie
au quotidien. Ce ne sont pas des personnes cloîtrées. Donc ça, c'est pour la formation. Maintenant, pour comment est-ce que les petites pagodes ont commencé à apparaître, eh ben, ce sont d'abord des petits appartements. Et puis après, vers les années 80, on commençait à voir des signes extérieurs avec les tuiles et les toits courbés dans certaines pagodes. Et là, les pagodes sont confrontées aux difficultés avec la commune pour que ce soit accepté. Et dans les années 90, nous commençons à avoir des pagodes beaucoup plus colossales. Alors, je peux vous citer la grande pagode de Évry, qui se trouve dans l'Essonne et qui couvre 4000 mètres carrés et qui a un Bouddha de 4 mètres de haut et 5 tonnes de poids. Et c'est quelque chose qui vraiment impressionne. Mais c'est vraiment une épreuve pour la communauté vietnamienne en particulier, parce que cette pagode a commencé en 1995 avec disons un plan de l'ordre de 1,5 à 2 millions d'euros. Et puis après, 95, et nous sommes en 2015. Donc 20 ans après, la pagode n'est pas encore terminée et le montant est multiplié par 7, même par 8. Et comme c'est fait par tranche, à chaque fois qu'on arrive à faire quelque chose, les normes bougent. Donc ce qui veut dire maintenant, même la semaine dernière, j'ai été à la pagode, c'est marqué strictement usage privé, parce que la pagode n'est pas encore aux normes. Et elle est dans un état, pas tout à fait comme souhaite la communauté. Et il y a aussi d'autres pagodes importantes, à Joinville, le Pont, et à Vitry, où là aussi, le bâtiment n'est pas encore aux normes. Alors les autres petites pagodes, dont la surface est de 70, 100, 150 mètres carrés, alors ça va. Mais là aussi, c'est pas quelque chose. Presque toutes les pagodes asiatiques ne sont pas encore vraiment aux normes pour recevoir le public, les personnes handicapées. Donc ça, c'est pour parler. Donc le financement. Le financement, donc, comme a dit Monsieur Van Geng, c'est surtout dû à la générosité et à la solidarité. Et il est important de dire que dans les préceptes bouddhistes, il y a un précepte qui qui essaie d'arroser chez les pratiquants les graines de générosité. Donc, ce qui explique que des fois, peut-être par un peu plus d'adoration, les gens préfèrent manger moins pour donner des offrandes aux moines ou pour les feuilles d'or. Mais les feuilles d'or, je ne crois pas que ça existe en France dans la communauté asiatique. Par contre, on peut dire que la communauté asiatique accentue beaucoup sur l'éducation des enfants. Et l'intégration dans la communauté asiatique se fait beaucoup à travers l'éducation de la 2e génération et 3e génération. Donc, financement, qu'est-ce que je peux dire? Donc, malgré tout, on voit des pagodes très importantes en France, de la communauté asiatique. Alors, le dialogue institutionnel, on peut dire que, donc j'en ai parlé tout à l'heure de l'intégration, c'est quelque chose qui est très lent. On ne décrète pas l'intégration. Je me suis rendu compte que moi, après 40 ans, c'est seulement maintenant que je commence à comprendre
comment fonctionne la société civile française. Alors, n'en parlons pas de nos moines qui ne parlent pas la langue et qui donc ont beaucoup de mal à suivre toutes les réglementations et les lois. On est en train de former une deuxième génération de moines. La plupart du temps, il y a également souvent, ce sont des moines et des monianes d'origine française, parce qu'il y a un décalage entre cette génération de moines venus de l'Asie et la société actuelle. Est-ce que je dépasse? Alors, abattage rituel, 3 mots, nous sommes végétariens, donc il n'y a pas de souci. Merci. Bien, merci Madame. Je vous propose de poursuivre et puis ensuite nous aurons les uns et les autres, les unes et les autres, de questions qui vous permettront de développer sur votre présentation. Donc je vous propose de poursuivre en donnant le micro à Mesdames Anne-Violaine Ardel et Anne-Sophie de Jontampe, qui sont responsables juridiques de la Conférence des évêques de France. Alors bonjour, effectivement pour le culte catholique, nous allons faire une petite intervention à 2 voix. Nous n'allons pas revenir sur l'histoire, parce qu'elle est longue. Voilà. Donc nous allons aborder les questions des modes de financement des lieux de culte et de la formation des ministres du culte. Et aborder ces questions, c'est nécessairement se reporter à la structure qui porte ces activités et aux ressources y afférentes. Pour le culte catholique, c'est donc l'association diocésaine. L'association diocésaine, c'est une association qui fonctionne, qui est soumise au régime juridique des associations cultuelles de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Je rappelle qu'un certain nombre de ces dispositions renvoient à celle de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. Ainsi donc, toute modification de la loi du 1er juillet 1901 impacte nécessairement le secteur cultuel, même quand ces mesures ne concernent pas directement les associations cultuelles, elles les impactent en creux. Alors, il y a donc une seule association diocésaine, grosso modo par département, hormis les diocèses concordataires. Il faut savoir que les comptes des paroisses sont consolidés au niveau de chaque diocèse et que dépassant le seuil de 153 000 € de dons, ces associations sont astreintes depuis 2003 à une publication de leurs comptes et à la nomination d'un commissaire aux comptes. Alors, si je reviens aux ressources, elles sont composées essentiellement de dons à hauteur de 80% sous ce qu'on appelle, sous différentes formes. Le denier de l'Église, qui est le plus connu, qui représente 35% des ressources, dont défiscalisées grâce au reçu fiscal. Les quêtes et casuels qui correspondent à des offrandes faites, allocations de fêtes religieuses, baptême, mariage, etc. et qui correspondent à peu près à la même montant, 32% des dons, et ce ne sont pas des dons défiscalisés. Et enfin, les donations et legs, qui représentent 12% des ressources. Face à ces ressources, il y a un certain nombre de charges, et donc à titre principal, évidemment, le traitement des prêtres, qui est versé à nos ministres du culte en activité, et également les salaires des personnes employées dans nos structures et qui représentent à l'échelle de la France, grosso modo, 12 000 emplois. Et enfin, le deuxième poste de charge importante, ce sont les dépenses de fonctionnement et en particulier l'entretien courant des églises, chauffage des églises communales, puisque pour le culte catholique, la plupart des églises sont propriété des communes et donc l'entretien courant est à la charge des paroisses, chauffage, électricité, etc. Mais également les travaux et la construction des édifices postérieurs à 1905 qui sont propriétés cette fois en propre des associations diocésaines. Alors si je reviens un peu plus sur la construction des lieux de culte et de leur financement, je ne peux pas ne pas citer bien sûr les chantiers du Cardinal qui financent une partie de ces constructions dans l'Île-de-France. En 2014, il y a eu grosso modo 13 chantiers. Ils aident également à financer la mise aux normes pour l'accessibilité handicapée. Et vous savez que c'est un lourd budget. Et puis, voilà, c'est bon. Et parfois, on a parfois aussi des subventions publiques quand il y a une partie culturelle qui est à ce moment-là portée par une autre structure que l'association diocésaine. Parfois, il peut y avoir aussi un peu de mécénat d'entreprise.
Pour les ministres du culte, alors nos ministres du culte, qu'on appelle séminaristes quand ils sont en formation, sont formés dans ce qu'on appelle des séminaires qui sont à la charge des associations diocésaines. La formation est financièrement entièrement prise en charge par ces associations, études, hébergement, repas. Et sachant que le coût s'élève par an à entre 20 et 22 000 euros par séminariste, et sachant qu'il y a 6 années d'études. Voilà. Donc c'est assez simple finalement pour le financement, que ce soit pour les lieux de culte, ou enfin les lieux de culte dont nous sommes propriétaires, et pour la formation des ministres et des ministres en général, les ministres du culte, ils sont financés essentiellement et uniquement par des dons, et absolument par aucune ressource qui viendrait de l'étranger. En particulier, je reprécise que l'Église catholique ne reçoit absolument aucune subvention du Vatican. Voilà. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est face à des tensions au niveau des budgets des associations diocésaines, dont il y a un déficit de fonctionnement annuel chronique, qui pour l'instant est couvert par des recettes exceptionnelles et essentiellement constituées pour l'instant par des dons et legs. Mais il faut savoir que ces tensions sur ces budgets s'accroissent, notamment les charges sociales. Par exemple, je citerai quand même la loi sur la sécurisation de l'emploi et la nécessité de favoriser les temps partiels avec une durée minimum de 24 heures. Ça a impacté assez considérablement nos structures, puisqu'on a beaucoup de temps partiels. À titre indicatif, le passage d'un travail à mi-temps pour 20% d'un travail de mi-temps à 24 heures pour 20% des salariés entraîne une augmentation de la masse salariale de 10%. Il est assez intéressant de confronter ainsi nos modes de financement qui reposent à 80% sur des dons à ce qui figure dans un rapport du HCVA sur le financement privé du secteur HCVA. C'est le Haut Commissariat pour la vie associative. Le Haut Conseil pour la vie associative. Sur le financement privé du secteur associatif du 13 mars 2014, la part des dons ne représente que 5% de leurs ressources, au maximum 20%, c'est-à-dire que l'essentiel de leurs ressources est constitué de subventions publiques, de la commande publique ou de recettes tirées d'activités lucratives accessoires. Ainsi, confronté à une diminution des ressources, le HCVA a sollicité la nécessité de redéployer celles-ci pour consolider leurs fonds propres. Il y a eu donc différentes modifications législatives qui ont été proposées et certaines mises en œuvre à travers différentes lois. En particulier, une des pistes proposées par le HCVA était de mieux exploiter, ce qu'on comprend, le potentiel dons et mécénat, mais sachant que de notre côté, les dons constituent l'essentiel de nos ressources. Et cela s'est notamment concrétisé dans la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, qui a ouvert la possibilité aux associations dont l'ensemble des activités sont d'intérêt général de pouvoir recevoir des donations et legs testamentaires. Ceci renforce encore plus donc la nécessité pour nous de trouver des ressources d'appoint ainsi que pour faire face à nos charges qui augmentent sans cesse. Avec une spécificité quand même pour le culte catholique, c'est que les ministres du culte sont pris en charge financièrement, entre guillemets, à vie. C'est-à-dire que ce n'est pas une variable d'ajustement économique. Enfin, c'est difficile de l'envisager sous cet angle, d'où vous verrez dans nos comptes souvent des réserves importantes, mais qui sont pour pouvoir honorer la prise en charge des traitements des ministres du culte dans le temps. Voilà, je passe donc la parole à Madame de Jotan. Il ressort de l'exposé de Madame Ardel que les associations diocésaines ont un souci constant de renforcer leurs fonds propres afin de préserver un équilibre financier et de faire face aux charges, dont on a vu que les traitements de nos 20 000 prêtres et les charges salariales des 12 000 salariés en constituent la majeure partie. Alors, une idée pourrait résider dans le fait d'accorder l'autorisation aux associations cultuelles de détenir les immeubles nécessaires à la poursuite de leurs activités. Je m'explique. Il est à noter qu'à ce jour, le droit de posséder et d'administrer des immeubles a été donné à la plupart des organismes à but non lucratif. Associations reconnues d'utilité publique, associations ayant une activité d'intérêt général et déclarée depuis 3 ans au moins, associations ayant pour but l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifico-médicale, aux fondations reconnues d'utilité publique et fondations abritées avec dotation et aux fonds de dotation. En ce qui concerne les associations reconnues d'utilité publique et celles ayant une activité d'intérêt général, ce droit de posséder et d'administrer les immeubles
qui ne sont pas uniquement nécessaires à la réalisation de leur but social, a été accordée récemment dans la loi du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. J'ai repris les raisons qui avaient été invoquées pour justifier ce droit, qui figurent dans les débats parlementaires et qui pourraient tout à fait être valables pour les associations cultuelles. En effet, il est difficile de justifier que des associations cultuelles puissent recueillir des dons et des legs portant sur des immeubles, mais ne puissent ni les posséder ni les administrer. Cela les oblige à ce jour à les vendre parfois dans des conditions défavorables. Étant précisé que si la vente n'est pas réalisée dans les mois qui suivent l'entrée en possession de l'immeuble, il y a souvent taxation pour logement vacant, ce qui alourdit nos charges. Voilà, une autre idée, un autre argument qui avait été donné pour accorder ce droit de possession, c'était l'idée suivant laquelle on ne voit pas en quoi donc une association cultuelle bénéficiaire d'un immeuble par voie de legs se verrait interdire de le conserver en vue de se procurer des revenus d'immeuble, considérant par avance, dans ces cas-là, que des placements financiers seraient préférables à la détention d'un actif immobilier. C'est ainsi que la possibilité de faire le choix après discernement sur le plan patrimonial et économique et aussi pastoral en ce qui le concerne, de conserver l'immeuble donc par le conseil d'administration de l'association diocésaine pour être source de revenus permettant pour un diocèse, par exemple, de pourvoir au traitement des prêtres et au paiement des charges sociales y afférentes. Je vous remercie. Bien, merci. Nous poursuivons donc maintenant avec Monsieur Alex Buchinger, qui est membre du Conseil du Consistoire central et secrétaire rapporteur C'est cela. Du Consistoire de Paris. De Paris. Oui, tout à fait. Je vous laisse le micro, monsieur. Je vous en remercie. La présence juive en France remonte à plus de 1500 ans et durant de nombreux siècles, les communautés juives à travers la France étaient indépendantes les unes des autres. Malgré des périodes de persécution, les communautés juives françaises ont été particulièrement florissantes, notamment sur le plan spirituel. Il y a de grands maîtres du judaïsme à Troyes. Je parlais de Rachi, ses petits-fils, les Tosafot, il y avait Rabbi Yeriel de Paris et bien d'autres. La France est véritablement un vivier de savoir et de connaissances en matière talmudique. Il y avait des communautés et des écoles talmudiques dans de nombreux endroits en Normandie, en Alsace, en région parisienne, en Provence et dans bien d'autres régions. C'est précisément en 1791 que les Juifs ont véritablement eu droit de cité en France. Et peu de temps après, c'est Napoléon Ier qui a promulgué 2 décrets, le premier du 10 décembre 1806 et le second du 17 mars 1808, instaurant le consistoire central et les consistoires régionaux. Il a donc tenu à fédérer les communautés juives de France sous l'égide du consistoire. Ça a été une véritable révolution. Il y a eu la mise en place du consistoire central, également appelé Union des communautés juives de France, avec à sa tête un président et une autorité spirituelle qui est l'autorité spirituelle du judaïsme français. Je veux parler du Grand Rabbin de France. Il y a eu quelques modifications en 1844. On a intégré des laïcs au sein de ce consistoire central. Il y avait au départ 7 consistoires régionaux qu'on appelait les circonscriptions consistoriales. Avec l'avènement de la loi de décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État, le consistoire a connu un véritable bouleversement. Il y a eu une période difficile, il a fallu restructurer les communautés, et ce n'est que quelques années plus tard que le consistoire tel que nous le connaissons aujourd'hui a été mis en place. Donc il y a le consistoire central, Union des communautés juives de France, qui lui regroupe
toutes les communautés dites consistoriales, les associations cultuelles, on ne parle plus comme par le passé de circonscription consistoriale, mais on parle d'associations culturelles israélites. Il y a au sein du consistoire central désormais 15 consistoires régionaux. Ces consistoires régionaux ont à leur tête des présidents et le consistoire central a son assemblée générale qui est constituée d'environ 300 personnes, un certain nombre de rabbins élus par leur père et un certain nombre de laïcs, présidents de consistoires régionaux, présidents d'associations culturelles israélites. C'est cette assemblée générale qui élit le président du consistoire tous les 5 ans et le grand rabbin de France tous les 7 ans. Le grand rabbin de France est donc élu par ce collège électoral de 300 grands électeurs. Cette assemblée générale élit également les membres du conseil d'administration du consistoire central. Et le consistoire central, donc le conseil d'administration, a également en son sein un bureau composé de son président, de vice-président, du trésorier. Le même schéma existe pour les consistoires régionaux. Alors le plus important, c'est le consistoire israélite de Paris, qu'on appelle plus communément l'ASIP. Et aujourd'hui, je représente son président, le docteur Joël Mergui. Le consistoire de Paris, l'ASIP, est la plus grande communauté juive d'Europe. Elle regroupe 35 000 adhérents, mais ses usagers sont au nombre de 150 000. Alors, ce consistoire de Paris a son équivalent à Marseille, à Lyon, à Strasbourg, à Nice, à Bordeaux, à Toulouse. Il y a très exactement 15 consistoires régionaux. Alors, quel est le rôle exact du consistoire? Le consistoire pourvoit aux besoins, aux intérêts du culte. Donc, le consistoire central, qui regroupe donc les communautés juives de France, et par voie de conséquence, les consistoires de Paris et les consistoires régionaux, ont pour mission de gérer le culte juif en France. Ils ont pour autre mission de veiller au respect des droits, des libertés religieuses, de la formation des rabbins. L'école rabbinique, qu'on appelait jusqu'à peu le séminaire rabbinique, est une émanation du consistoire central, et c'est au sein de cette école que sont formés les rabbins. Le cursus dure au moins 5 ans, parfois plus, et les rabbins issus de l'école rabbinique sont nommés à travers la France rabbins des communautés, rabbins de ces associations cultuelles. Il y a dans chaque région un grand rabbin. Le grand rabbin est l'autorité religieuse de la région. Le financement, bien entendu, se fait par les dons, les legs, et également par la taxe sur l'abattage rituel. En effet, le consistoire central, les consistoires régionaux ont en leur sein ce qu'on appelle le Bet Din, qui est le tribunal rabbinique. Ce tribunal rabbinique a diverses missions, dont notamment tout ce qui touche à la cacheroute, donc à l'alimentation, aux règles religieuses liées à l'alimentation, dont notamment l'abattage rituel. Et donc ce sont des délégués du tribunal rabbinique qui ont été formés pour cela, qui sont en charge de l'abattage rituel. Ils sont payés par le consistoire, tout comme les rabbins sont payés par le consistoire, et précisément cet acte permet de pourvoir donc au salaire de ces délégués et
permet également au consistoire de subvenir à ses besoins qui sont importants. Il y a les synagogues, les centres communautaires et d'autres immeubles qui dépendent donc des synagogues. Pour Paris, les grandes synagogues telles que la Victoire, les Tournelles, Notre-Dame de Nazareth et autres sont la propriété de l'État, mais c'est le consistoire qui est chargé de l'entretien de ces synagogues. Il y a d'autres synagogues plus récentes dont le consistoire est propriétaire. Il y a eu, après 62, la venue en France des Juifs d'Algérie, puis du Maroc, de Tunisie, ce qui a donné lieu à l'ouverture de nombreuses synagogues en région parisienne et à travers la France. Tous ces immeubles sont la propriété des consistoires, ce sont les consistoires qui les entretiennent, ce sont les consistoires qui sont les employeurs donc, du personnel qui est important, non seulement les rabbins, le personnel administratif, les enseignants. C'est dire que la tâche est importante, elle est difficile par les temps qui courent. Effectivement, la communauté juive de France connaît un départ important de ses membres et de ses membres les plus actifs qui vont s'installer en Israël du fait de l'insécurité qu'ils connaissent dans bon nombre de communes. Je ne m'étendrai pas, mais le problème est un problème extrêmement douloureux, difficile. Ce sont des gens qui sont français avant tout, mais qui, pour préserver l'intégrité physique de leurs enfants, ont estimé devoir faire le choix d'immigrer en Israël. Et c'est vrai que ces milliers de personnes, je crois savoir que pour l'année 2015, elles étaient au nombre de 15 000, ce sont des places qui se vident au sein des synagogues, ce sont des adhérents qui ne font plus de dons, et il faut essayer de les remplacer par d'autres membres. C'est une tâche extrêmement difficile. Merci. Eh bien, je vais donner le micro maintenant à M. Carole Sabat, qui est responsable de la communication de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Merci Madame la Présidente et merci pour l'invitation. À l'instar de mes collègues, je ne vais pas m'étendre sur l'histoire, ni remonter aux racines orthodoxes de la France, au risque de remonter jusqu'à Saint-Irénée de Lyon, un des grands-pères de l'Église, qui lui-même était un immigré. Alors qu'il était évêque d'Égole, il est originaire, tout le monde le sait, dans la tradition de la région d'Antioche, c'est-à-dire de la région du Moyen-Orient, entre la Syrie et la Turquie. Je vais plutôt me concentrer, pour un rappel historique très bref, sur l'histoire de l'installation, je dirais, des églises orthodoxes en France durant le XXe siècle, parce que c'est là, à partir de ce moment-là, qu'on a une organisation, je dirais, sociopolitique, si on veut parler, d'une émigration qui est fournie de différentes origines et d'une organisation qui s'est, au gré du XXe siècle, organisée, je dirais, qui s'est mise en place petit à petit vers une logique de convergence, je dirais, et de travail de coopération entre les différentes églises orthodoxes qui sont sur le territoire français. Si je dirais que il y a une dominante qui est très importante pour comprendre l'orthodoxie, qui par moment en fait elle est présentée sous un regard quelque part parfois de folklore, de la liturgie, des belles célébrations et des différentes origines. Ce qui domine là, il y a un principe dominant dans l'orthodoxie, dans l'Église orthodoxe, dans son vécu, c'est le principe de l'unité dans la diversité, qui est un principe de base, un principe non seulement je dirais ecclésiologique et théologique, mais aussi d'organisation de l'Église orthodoxe, non seulement en France, mais au niveau mondial, je dirais, dans l'universalité. Donc à la fois l'unité et la diversité. En France, essentiellement, l'Église orthodoxe est le fruit au XXe siècle d'une forte émigration qui est due essentiellement au contexte politique, géopolitique, parfois très difficile. Je commencerai par exemple par la révolution de 1917 en Russie, qui est devenue par la suite l'Union soviétique, et l'installation et l'émigration d'une grande communauté, je dirais deux communautés qui ont passé toute l'Europe pour s'installer au début en Europe centrale et puis s'installer en France. Donc les communautés russes en grande partie. Puis par la suite, il y a eu les événements en Asie mineure qui sont très
très important après la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc on voit très bien aussi la remontée traversant la Méditerranée, c'est un chemin qu'on voit de nouveau en fait au XXIe siècle, de communautés qui viennent de la région d'Asie mineure, c'est-à-dire de la Turquie, essentiellement après, je dirais, la fin de l'Empire ottoman et la fin de la Première Guerre mondiale. Et il y a eu par la suite des émigrations économiques pendant la... Alors il y a une émigration aussi antiochienne due à cette Antiochène. Quand je dis Antiochène, c'est-à-dire le patriarcat d'Antioche, c'est-à-dire la région qui recouvre le Liban, la Syrie, l'Irak, le Golfe arabo-persique, donc un peu les communautés entre guillemets arabophones, mais on constate qu'au début du XXe siècle, en 1920, il y a une grande forte installation de communautés antiochènes en Marseille, avec des notes très importants, puis par la suite, à la Deuxième Guerre mondiale aussi, l'installation de nouvelles communautés antiochènes, etc. Il y a par la suite, en fait, les événements du Liban, en 1975, en fait, la guerre civile, la guerre des autres, comme disait, sur le territoire libanais, qui a aussi poussé beaucoup de communautés libanaises à venir s'installer en France. Et il y a une très forte communauté libanaise qui est installée à Paris, en fait, essentiellement. Ce qu'on appelle un peu les Antiochiens. Il y a une émigration roumaine, donc par la suite aussi, qui est importante. Au début, c'était des émigrations soit politiques, soit économiques, en fonction de la situation. Et on voit que même jusqu'à aujourd'hui, il y a de nouveau, avec les frontières qui s'ouvrent au niveau européen, une émigration aussi interne à l'Union européenne. Par exemple, beaucoup de communautés roumaines qui sont installées. Le diocèse roumain d'Europe occidentale est un des diocèses les plus fournis en nombre, parce qu'on voit très bien l'installation de communautés roumaine en masse. Donc ce paysage pour dire que c'est essentiellement le foyer du souvenir. Au début, c'est une émigration d'une certaine manière sociopolitique ou économique qui a poussé de fortes communautés serbes, géorgiennes, grecques, arabes, russes et d'autres à s'installer sur ce territoire. À partir de 1967, il y a un événement et toutes ces communautés se sont installées, ont épousé, je dirais d'une certaine manière, le paysage sociopolitique, c'est-à-dire la loi 1905 en grande partie, à travers la constitution d'associations cultuelles. À partir de 1967, c'est une date clé, un début d'organisation de l'Église orthodoxe en France à travers la constitution de ce qu'on appelle le comité interépiscopal orthodoxe. C'est-à-dire c'est un comité informel qui n'était pas juridique, qui n'avait pas la personnalité morale, qui s'est constitué pour que tous les évêques orthodoxes qui existent en France, les Grecs, les Roumains, les Russes, etc., puissent coopérer. Pardon ? C'est un autre débat. En fait, ils font pas partie de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. C'est ce qu'on appelle les non-calcédoniens. Moi, je représente en fait toutes les églises calcédoniennes. C'est un débat, on va pas revenir à l'histoire là-dessus. Donc, il y a ce comité interépiscopal orthodoxe en 1967, qui était un comité informel, jusqu'en 1997, la constitution de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, sur la base de recommandations, je dirais, de l'ensemble de l'orthodoxie, pour qu'il y ait des dynamiques de convergence entre les différents diocèses orthodoxes, de coopération, de convergence, de travail en commun. Donc l'Assemblée des évêques orthodoxes de France est une association de loi 1901 qui a été constituée en 1997 avec une double perspective, à la fois de continuer tout le travail, je dirais, de dialogue œcuménique avec nos frères chrétiens, avec les autres religions qui se faisait tout au long du XXe siècle, de représentation vis-à-vis les autorités officielles pour qu'il y ait un interlocuteur. Aujourd'hui, l'Assemblée des évêques orthodoxes de France co-préside avec nos frères catholiques et protestants le Conseil d'Église chrétienne en France, le CCF. Elle est membre aussi de la CRCF, le Conseil des responsables de culte en France. Donc l'idée, c'était à la fois de représentation de l'orthodoxie, de l'Église orthodoxe vis-à-vis des autorités, mais vis-à-vis de la société, mais aussi de pousser vers un davantage d'intégration, je dirais, des différentes communautés orthodoxes. C'est dans ce contexte, par exemple, qu'il y a eu plusieurs commissions qui ont été organisées à l'intérieur même de l'Assemblée, une commission théologique qui s'occupe de tous les aspects théologiques, une commission liturgique, une commission Église et société, parce que c'est très important de suivre un peu toutes les tendances, par exemple les questions sur le mariage, les questions de l'euthanasie, les questions bioéthiques, une Église pastorale, une Église média et information, et une Église de relations interchrétiennes et interreligieuses. Donc ça, c'est l'organisation, je dirais, de l'Église orthodoxe aujourd'hui en France. L'Assemblée des évêques, c'est une association de loi 1901, comme je l'ai dit. C'est pas encore
au stade, c'est pas une instance canonique dans le sens où c'était une église locale en tant que telle, c'est une instance intermédiaire en attendant l'organisation de l'ensemble des églises orthodoxes au niveau international, et d'ailleurs le prochain grand concile panorthodoxe qui aura lieu en Crète, entre toutes les églises orthodoxes mondiales, va plancher sur cette question-là, mais déjà l'Assemblée des évêques fait un travail de convergence et d'intégration. Alors, je voudrais terminer sur deux aspects. J'ai cité l'unité dans la diversité. À l'intérieur même de l'Assemblée des évêques siègent tous les évêques qui ont des communautés et des associations, en fait, des communautés et des paroisses en France. Donc, tous les évêques orthodoxes canoniques, bien sûr, qui ont des paroisses et des communautés en France. L'Assemblée des évêques n'a pas autorité sur les diocèses en tant que tels. Tous les diocèses, par exemple le diocèse serbe, le diocèse grec, le diocèse antiochien, ont leur autonomie en termes de gestion administrative, juridique, institutionnelle et de financement. Par contre, la dynamique de l'Assemblée des évêques, c'est de pousser vers davantage de convergence, davantage d'intégration et davantage, je dirais, d'intégration de toutes ces communautés. Je terminerai sur deux aspects, par exemple sur les aspects de financement. Il y a un principe de base dans l'Église orthodoxe, c'est que c'est le principe de l'Église locale, c'est-à-dire que chaque communauté locale doit elle-même porter à la fois son pasteur, son prêtre, sa famille, puisque chez nous les prêtres sont mariés, sa famille, ses enfants, et la plupart des prêtres en France, d'une certaine manière, sont issus de ces communautés locales. Donc ils causent bien le français, ils sont formés en grande partie, et je citerai par exemple le rôle très important de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, qui a été fondé en 1925 grâce à la vague d'émigration russe de plusieurs intellectuels et de professeurs russes. Donc depuis 1925, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge forme en grande partie non seulement, je dirais, les pasteurs et les prêtres et les futurs évêques de l'Église en France, de l'Église orthodoxe, mais fournit aussi beaucoup, je dirais, de pasteurs, d'évêques et même parfois de patriarches. Il y a 2 patriarches de l'Église orthodoxe qui ont été issus des bancs de l'Institut Saint-Serge. Donc l'Institut a un rôle à la fois de formation en France, mais aussi de formation pour les autres églises orthodoxes. Donc au niveau des financements, comme je l'ai dit, il y a une multitude de situations, une grande variété de situations, mais le principe de base, c'est que chaque communauté elle-même porte, je dirais, le financement de son lieu de culte, de son pasteur et de sa famille. Et la communauté et la paroisse, elle est fondée dans le cadre d'un diocèse. Certains diocèses, la plupart des communautés orthodoxes en France ont adopté les associations cultuelles de la loi 1905. Mais par exemple, dernièrement, le diocèse du patriarcat de Moscou a considéré que l'association diocésaine, en fait, qui s'appliquait, on pensait que ça s'appliquait en fait uniquement aux catholiques en France, mais pas qu'aux catholiques. Ils ont pris en fait le format de l'association diocésaine et ils sont régis sous cette forme-là. Donc c'est comme ça que alors les bâtiments sont soit la propriété de ces églises historiques. Il y a par exemple la cathédrale de la rue d'Aru qui a été à l'époque en fait des tsars, qui a été construite. La cathédrale de Georges Bizet des Grecs, là aussi, elle a été construite fin 19e siècle. Et après, il y a une multitude de lieux de culte qui sont soit en fait mis à disposition de la part de catholiques ou de protestants ou d'autres. Je terminerai sur, on n'a pas d'abattage culturel, sur les relations avec les pouvoirs publics. Je dirais que un principe de base pour nous, et ça correspond au vécu de l'Église orthodoxe, qui croit à la coopération entre le temporel et le spirituel. Et ça remonte à l'empereur Justinien, la théorie de la symphonie à Byzance entre le pouvoir temporel et le spirituel. Ni le spirituel doit prendre le dessus sur le temporel, ni le temporel doit prendre le dessus sur le spirituel. Donc on est dans une perspective de synergie. Et on dit qu'en France, la laïcité positive, la laïcité de bonne intelligence est la meilleure façon d'incarner cette théorie de la coopération d'une certaine manière. Et donc notre approche, ce qu'on cherche à développer avec les pouvoirs publics, c'est une approche vraiment partenariale. Parce qu'il y a, aujourd'hui, nous considérons d'une certaine manière que la neutralité qui est induite quelque part à travers le principe de laïcité ne doit pas être une indifférence, ni une distance. Et je terminerai sur une opinion personnelle, mais qui correspond par rapport à la situation actuelle, c'est que la laïcité de bonne intelligence est pour nous considérée comme une sorte d'outil d'intégration. C'est une véritable opportunité
pour la France, pour consolider le tissu républicain et le socle républicain. Par contre, la communautarisation, et ça on le constate depuis un certain temps, ce qui est une forme de dérive, est une véritable menace à la République et au socle républicain, et indirectement, c'est une menace aussi interreligieuse, intercommunautaire, parce que la communautarisation pousse les communautés à s'identifier les unes par rapport aux autres, alors que vraiment la laïcité de bonne intelligence, et je mets deux soulignements dessus, de bonne intelligence, c'est-à-dire dans une approche partenariale avec les pouvoirs publics, est une opportunité pour la France pour encore développer davantage sa laïcité, qui a une véritable opportunité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Daniel Roch, qui est le président de la commission droit et liberté religieuse de la Fédération protestante de France, je vous cède le micro. Merci Madame la Présidente. La Fédération protestante de France regroupe une trentaine d'églises nationales. C'est un des reflets de la diversité protestante. Dans ces 30 églises nationales, il y a d'ailleurs, puisqu'ils ont été cités tout à l'heure, une église arménienne, puisque les Arméniens sont aussi orthodoxes, mais aussi protestants. Ils se répartissent entre ces deux tendances, puis il doit y avoir certainement des catholiques aussi parmi eux. Donc ils se répartissent entre les trois. Une trentaine donc d'églises nationales et une centaine d'associations et fondations, juste pour dire que son champ d'action dépasse le seul domaine cultuel, mais par la suite de mes propos, je m'en tiendrai au domaine cultuel. En ce qui concerne donc la formation des ministres du culte, c'est assez proche de ce qui a été dit, c'est-à-dire les ministres du culte sont formés dans des instituts protestants de théologie ou des facultés de théologie de droit privé, mais certains sont aussi formés à Strasbourg, qui est une faculté d'État. Et la formation dans les facultés de théologie privée est entièrement à la charge de l'Église. Elle dure au minimum 5 ans, et parfois 6 ou 7 ans. Mais au minimum 5 ans, et elle est suivie ensuite d'une période qu'on appelle de proposana, c'est-à-dire qui correspondrait à des stages d'application pratique dans les églises locales. À propos de la formation, une question d'actualité. Jusqu'à présent, l'État français ne s'était jamais occupé de la formation des ministres, dans le cas de la séparation des églises et de l'État. Depuis à peu près 1 an, il semblerait qu'il s'en occupe et qu'il prépare un décret définissant les exigences à l'égard des aumôniers. D'une part, pour faire remarquer que la Fédération protestante n'a pas été consultée pour la préparation de ce décret, alors qu'elle est concernée par de nombreux aumôniers. Et d'autre part, pour attirer l'attention sur un point important, il est dit dans ce décret qu'il ne concerne que les aumôniers rémunérés, ce qui peut se comprendre. Celui qui rémunère a le droit d'avoir des exigences en matière de formation. Mais par contre, déjà, le ministère des Affaires sociales a lancé une enquête pour recenser tous les aumôniers, y compris les bénévoles. Et donc, ça nous a un peu interrogé que l'on passe d'un décret prévoyant d'exiger une formation pour les rémunérer à toutes les personnes qui exercent la fonction d'aumônier. Donc c'est une question d'actualité, puisque c'est en lien avec la formation des ministres du culte. En ce qui concerne le financement, comme ce qui a déjà été dit, le financement provient essentiellement des fidèles, soit de leur vivant ou de leur décès après leur mort. Et je ne peux qu'abonder sur ce qui a été dit sur la disposition de la loi du 31 juillet 2014 qui exclut les associations cultuelles des nouvelles possibilités et qui n'exclut, soyons clairs, que les associations cultuelles. Et sans que jamais les auteurs de cette loi n'aient expliqué pourquoi les associations cultuelles sont exclues. Le gouvernement et le législateur ont le droit d'exclure une catégorie, mais ça serait intéressant qu'on sache pourquoi cette catégorie a été exclue. Et ça, nous ne l'avons jamais su, en dépit de nos questions. Sur les relations avec les pouvoirs publics et le choix des interlocuteurs, dans les églises protestantes, les responsables des églises sont toujours désignés par élection pour des mandats d'une durée déterminée, entre 3 et 6 ans selon les églises. Et donc, ce sont ces personnes élues comme responsables qui dialoguent avec toutes les autorités qui acceptent de dialoguer avec elles. Et enfin, sur les prescriptions religieuses, à la fois, j'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas de particulière chez les protestants, et à la fois, c'est l'occasion de signaler une autre curiosité. Parmi la nécessité de fonctionnement des institutions ecclésiales, il y a l'enseignement religieux. L'enseignement religieux a toujours existé et est tout à fait reconnu par la loi de 1905 comme une des caractéristiques des activités des associations cultuelles, modèle que nous avons suivi. Et pour autant, la jurisprudence du Conseil d'État considère que l'enseignement religieux ne fait pas partie des activités des associations cultuelles. Comprenne qui pourra, juste pour montrer que, y compris dans ce domaine,
il y a quand même plusieurs curiosités dans notre régime actuel. Je vous remercie. Bien, écoutez, merci. Merci à tous et à toutes pour cette première, je dirais, étape de présentation donc de chacun et chacune dans vos responsabilités. Avant de céder le micro à Madame Goulet, donc, qui est co-rapporteur, Monsieur Richard, rapporteur, et Monsieur Richard, co-rapporteur, va nous rejoindre, mais il était en réunion à l'extérieur. Je voulais rappeler, donc, comme je l'ai dit, que nous avons invité, bien évidemment, le représentant du Conseil français du culte musulman, qui n'était pas disponible, mais qui a fait le maximum pour que l'un des représentants puisse nous rejoindre. Donc, cela est possible encore au cours de cette discussion. Donc, Madame Goulet, je vous cède le micro, puis ensuite, mes collègues, s'ils ont des questions, je prendrai une série de questions pour que vous puissiez y répondre si vous le souhaitez. Madame Goulet. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Mesdames et Messieurs. Madame la Présidente, avec votre autorisation, je vais d'abord laisser peut-être mes collègues poser des questions parce que parfois après ils retournent en séance. Donc je vais peut-être leur laisser la priorité puisque ce sera peut-être plus facile pour eux ensuite. Alors Monsieur Amiel, je crois, vous souhaitiez intervenir. Moi, ma question, elle est extrêmement simple, bon, tout en regrettant bien évidemment l'absence d'un représentant de l'islam, puisque cette commission, cette mission sur laquelle nous travaillons, bien évidemment, était à l'origine consacrée à l'islam. Qu'en est-il en France, je dis bien en France, du dialogue interreligieux? Peut-être une réponse dans l'ordre que vous souhaitez, mais pour chacun et chacune d'entre vous. Alors, le dialogue interreligieux est bien sûr très important chez nous. Il est structuré. En principe, dans chaque diocèse, il existe une personne responsable de ce dialogue. Donc, il a lieu au niveau local, mais il a lieu également au niveau de la conférence épiscopale, puisqu'il y a un service structuré notamment pour le dialogue avec les musulmans, mais également avec toutes les autres religions. C'est quelque chose de très actif. Alors, moi, je ne suis pas directement impliquée dans ce dialogue, mais j'en entends parler très fréquemment. Et c'est quelque chose qui est entretenu de manière quotidienne et très active, même si on n'en parle pas forcément tout le temps. Voilà. Et c'est très important. Voilà. Juste un mot pour dire que je viens d'Alsace, donc où le dialogue interreligieux était extrêmement pratiqué et notamment soutenu par la région Alsace, qui depuis une vingtaine d'années maintenant a mis en place une vraie structure de dialogue interreligieux avec un responsable, un pasteur protestant notamment, qui s'occupe, donc qui est responsable de ce groupe et qui est rattaché directement au président Richert. Donc c'est un dialogue qui est présent aussi au niveau de la ville de Strasbourg, mais j'ai la chance de faire partie de ces différentes structures, et en plus Carole Sabat évoquait tout à l'heure le CRCF. Donc c'est une structure nationale qui a été mise en place de façon tout à fait informelle, on va dire, il y a 7 ans, 6 ans, et qui réunit tous les 3 mois les responsables des cultes français, des 6 cultes français, donc au plus haut niveau. Et on se voit pendant 3 heures et on évoque tous les problèmes d'actualité, bien entendu, et on fait régulièrement des communiqués. Donc ça va des structures vraiment à un niveau très local, voire même paroissial, jusqu'au niveau des responsables de culte en France. Messieurs, peut-être l'un d'entre vous souhaitait intervenir? Si vous le permettez. Merci. Le dialogue interreligieux est extrêmement fructueux en France. Il existe depuis longtemps les amitiés judéo-chrétiennes. Les relations entre le CFCM et le consistoire sont très harmonieuses. Souvent, les représentants au plus haut niveau du CFCM se rendent au consistoire et réciproquement. Vous avez le rabbin Michel Sarfati qui a créé les amitiés judéo-musulmanes et qui a sillonné la France pour faire passer un message d'amitié et de fraternité. Vous avez avec la communauté protestante des relations qui sont très anciennes et très harmonieuses. Moi aussi, je suis originaire
malheureusement j'ai quitté ma région natale depuis longtemps, d'Alsace, de Colmar, puis de Strasbourg, et du temps de mes études à Strasbourg, eh bien, nous avions des relations extrêmement soutenues entre le grand rabbin du Bas-Rhin, l'évêque, les différents pasteurs. D'autres interventions? Moi, j'ai eu la chance, en fait, de participer à la fondation de la CRCF, c'est-à-dire la conférence des responsables de culte. C'était en novembre 2010. Donc, comme l'a dit Olivier, c'est une structure informelle, mais qui est quand même un peu la résultante d'une forme d'évolution, je dirais, de rapprochement de plusieurs dialogues bilatéraux ou multilatéraux qui existaient en France. Et comme l'a fait remarquer Monsieur le rabbin, que ce soit au niveau bilatéral, les amitiés judéo-chrétiennes, ou au niveau multilatéral. Et donc c'était une sorte d'aboutissement naturel, la CRCF, la conférence des responsables de culte. Et l'idée de base, c'était, parce que ça représente les 6 leaders religieux, si on peut appeler comme ça, en fait, avec entre guillemets leaders, qui se réunissent sur une base informelle pour se connaître et se faire connaître entre eux, pour discuter sur les sujets d'actualité, de mettre en place des logiques de convergence, de coopération. Et ça a évolué d'une manière très positive, et je pense jusqu'à aujourd'hui, ne serait-ce qu'au niveau de cette réunion régulière et fréquente qui a lieu tous les 3 mois, et qui était un peu le sujet de beaucoup de papiers dans la presse sur son secret ou sa confidentialité. Les journalistes voulaient toujours savoir où est-ce qu'a lieu la prochaine réunion et comment elle est organisée. L'idée de base de ces 6 leaders religieux était de se retrouver sur une base informelle, non pas dans une logique de positionnement ou d'un front des religions vis-à-vis de la société, vis-à-vis des autorités, mais tout simplement de travail de coopération, un travail sur la durée. Et je pense que déjà ce premier objectif est largement atteint, puisqu'ils se réunissent tous les 3 mois. Il y a eu par exemple un colloque qui s'est organisé ici au Sénat, qu'on a organisé au nom de la CRCF sur la laïcité, qui a regroupé plus qu'une centaine de personnes, où les différents cultes ont pu donner leur point de vue sur la laïcité, son évolution en France, ses avantages et ses inconvénients, et comment elle peut se projeter dans l'avenir. Il y a eu plusieurs communiqués et tribunes en fait qui ont été publiés, donc il y a une forme d'externalisation. Si je peux me permettre une analyse purement personnelle, le problème c'est pas le dialogue interreligieux. Le problème, à mon avis, c'est le malaise quelque part d'une forme d'identification de la religion à un combat qui est un peu plus sociopolitique. Et donc le dialogue interreligieux, il est profond, il existe, et il peut jouer le facteur, comment dire, de pacification sociale. Et la CRCF l'a joué à plusieurs reprises quand il y a eu des tensions, notamment par rapport à des conflits extérieurs à la France, qui auraient pu mettre en difficulté à la fois les musulmans de France, mais aussi la communauté juive. Et donc là, ce facteur d'apaisement, de pacification, parce que les leaders se connaissaient, parce que les relais étaient mis en place. Donc voilà, donc ça c'est un peu une sorte d'aperçu très rapide sur la CRCF. Très bien. Monsieur Rachline, vous avez une question? Oui, Madame la Présidente, merci. Vos exposés étaient très intéressants et je tiens à vous en remercier aussi. Une question que j'aurais souhaité aborder, mais malheureusement le représentant du culte musulman n'est pas là. Et je crois que c'était intéressant de l'entendre sur la problématique du financement étranger, puisque vous avez tous abordé la problématique du financement, qui semble être un problème pour vous. Alors déjà, j'aimerais vous entendre sur cette problématique, en détail sur cette problématique du financement et pourquoi pas du financement étranger quand il existe. Et malheureusement, le représentant du culte musulman n'est pas là, mais j'aurai peut-être l'occasion d'en rencontrer d'autres dans le cadre de cette mission. Mais l'entendre sur la problématique du financement étranger, et parce que je n'ai pas entendu de remarques sur ce sujet, et sur l'influence donc, parce qu'on sait maintenant que pour ce culte en particulier, il est financé beaucoup par l'étranger, particulièrement la formation des imams, etc. Et j'aurais aimé savoir que penser de l'influence donc de ces fonds étrangers, de ces pays qui donnent énormément d'argent, et de l'influence que ça a sur l'islam et sur la société française donc, puisque évidemment l'un et l'autre sont désormais liés.
Je vous rappelle, et je rappelle à M. Racheline que nous avions auditionné le responsable du CFCM. Je ne sais plus si vous étiez là ou pas, mais on avait posé ces questions. Hein. Il y a eu un certain nombre de précisions apportées hein, pour cette religion. Je vais vous laisser la parole, mesdames, messieurs. Oui, alors pour le culte protestant, un petit rappel historique, puisque je n'en ai pas fait jusqu'à présent. En 1685, 700 temples ont été rasés. Donc, conclusion, lorsqu'on est revenu à Napoléon, le problème s'est posé, c'est celui de la construction des temples. Et il est bien évident que les protestants de France ont été énormément aidés au XIXe siècle pour le financement des reconstructions de temples par des églises étrangères. Ça fait partie des données de l'histoire de France. Donc, nous avons été aidés à cette époque. Et au XXIe siècle, après le XXe, des églises étrangères continuent à aider des églises protestantes pour l'édification de leur édifice du culte. C'est une réalité, il n'y a aucune raison de la cacher, mais ce n'est pas parce qu'ils aident pour l'édification financière des édifices du culte que pour autant ils interviennent dans la conduite des églises locales. Comme ça a été dit tout à l'heure, chaque église locale est autonome dans le cadre de l'organisation de l'église à laquelle elle appartient, mais il n'y a pas d'influence étrangère en la matière. Mais il y a des financements étrangers qui ont toujours été minoritaires. Hein. Il ne faut pas non plus les surestimer. Merci. Mesdames, messieurs, de précision. Je vais transmettre le micro à Madame Goulet. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup pour ces exposés. Donc, j'ai beaucoup de questions. La première sera assez simple en ce qui concerne Monsieur Roch. Vous mentionnez des financements étrangers. Est-ce que vous pourriez nous dire comment ils transitent parce que vous savez qu'en ce qui concerne l'islam, on avait cette fondation pour les œuvres de l'islam de France avec une hypothétique organisation qui aurait permis la transparence, parce qu'en réalité, les fonds venus de l'étranger ne posent pas tant de problèmes. Un, s'ils ne sont pas corrélés, et deux, s'ils sont transparents. Donc ça fait deux conditions qui sont cumulatives et non pas alternatives. Donc est-ce que vous pouvez me dire comment les financements transitent? La deuxième question est pour Monsieur Buchinger. Alors là, j'en ai plusieurs. La première, c'est l'organisation des listes électorales, puisque vous avez parlé à plusieurs reprises d'élections. Comment est-ce que sont composées les listes électorales pour le consistoire ou les consistoires régionaux? Parce que c'est relativement important. Vous avez quelque part une organisation idéale en ce qui concerne la représentativité et l'élection. Et manifestement, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, je voudrais avoir une idée, si vous l'avez, si vous pouvez nous la donner, du montant que représente le département cache-route et viande cachère, parce que ça nous permettrait d'avoir aussi une comparaison. Comparaison n'est pas raison, mais en même temps, en termes d'abattage, il y a quand même des liens extrêmement forts avec l'abattage rituel musulman, avec la certification, avec, même si c'est pas exactement identique, il y a quand même là beaucoup de points de comparaison qui pourraient être utiles à nos travaux. Pour le reste, je n'ai pas beaucoup de questions, sauf à dire qu'à Aubry-le-Pantoux, nous avons un temple dans l'Orne. Nous avons un temple, le Dalai Lama était venu d'ailleurs le visiter. Pour le reste, j'ai pour l'instant pas trop de questions à vous poser, mais ces deux points m'intéresseraient beaucoup en termes de comparaison, parce que vous voyez bien que la difficulté dans le cadre de la mission, c'est d'essayer d'avoir une idée précise de la façon dont les choses sont organisées, parce qu'à la fois l'État ne peut pas intervenir dans l'organisation, et à la fois il intervient quand même à un moment ou à un autre, que ce soit fiscalement ou que ce soit pour des règles dont vous venez de nous dire à quel point elles pouvaient perturber le fonctionnement qui serait un fonctionnement normal, parce qu'il est parfaitement évident que si vous pouvez recevoir des dons, des legs et bénéficier de revenus de l'immobilier, ce sera quand même beaucoup plus simple pour le financement que si vous ne pouvez pas le faire. Donc pour l'instant, ce sont mes deux premières questions. Merci Madame la Présidente. Alors, peut-être que M. Roch pourrait être dans l'ordre de vos questions, puis M. Buchinger. Alors, en ce qui concerne les financements de construction d'édifices du culte par des églises étrangères, les églises envoyaient les dons qu'elles avaient recueillis directement
aux églises de France, directement. Maintenant, il y a une fondation du protestantisme qui a été créée et reconnue d'utilité publique en 2001, qui a d'ailleurs un peu été utilisée comme modèle pour l'autre fondation à laquelle vous faisiez allusion. Et celle-ci a reçu, ou plutôt va recevoir, des dons venant de fondations américaines pour le même objet. Mais c'est un projet récent. C'est donc un développement nouveau en la matière. Quand je peux commencer aussi à répondre à votre deuxième question sur les listes, parce que c'est une question qui s'est posée pour les protestants dès 1852, puisqu'en 1852, il y a eu un décret qui a créé le suffrage universel masculin, certes, mais c'était un début. Il est devenu féminin dès 1906, et donc depuis 1852 puis 1906, il y a dans chaque association cultuelle une liste de membres, et c'est à partir de cette liste de membres qu'ont lieu toutes les élections dont j'ai parlé également. Merci. Donc, en préambule, j'indiquerai que le consistoire central et les différents consistoires régionaux ne bénéficient d'aucun financement étranger. Donc, c'est une précision que je souhaitais apporter. En ce qui concerne les membres des différents consistoires, ce sont des adhérents qui versent une cotisation. Cette cotisation est d'un montant minimal de 60 €. Le Shabbat, lors des offices religieux, des personnes sont appelées à la Torah et sont amenées à faire des dons. Ces dons, précisément, leur permettent de devenir adhérents du consistoire de Paris, de Marseille, de Lyon, de Strasbourg. Donc ce sont des adhérents qui sont amenés à faire des dons dans le cadre des offices religieux et qui décident de leur propre initiative, en dehors des offices, de devenir membres en versant cette cotisation de 60 €. C'est ainsi que pour Paris et la région parisienne, qui regroupe environ 300 000 personnes de confession juive, les adhérents sont au nombre de 35 000, c'est-à-dire grosso modo 10% des usagers des différents services du consistoire. Et vous me posiez une autre question, à savoir quelle était la quote-part de la taxe sur l'abattage rituel dans le budget du consistoire. Elle est importante. Elle représente entre 30 et 35% des ressources, notamment du consistoire de Paris. J'avais une petite question également, plus particulièrement à M. Béchinger, concernant donc l'abattage rituel et la taxe. Est-ce que vous pourriez nous indiquer comment les choses s'organisent? La taxe est-elle perçue à la vente de la viande? Est-ce qu'elle est calculée ou estimée à un autre moment? Et également, qu'en est-il, comment les choses s'organisent aussi sur la certification, l'agrément donné à ceux qui peuvent donc procéder à cet abattage rituel? Alors, la taxe, elle est calculée au kilo de viande. Elle est versée par les chevillards, donc les grossistes en viande. Et les délégués qui sont chargés donc de l'abattage rituel sont des personnes qui bénéficient d'une formation extrêmement sérieuse, longue, et ce sont des gens expérimentés. Ce ne sont pas des gens qui vont s'improviser dans l'abattage rituel, ce sont des gens qui, avant de pouvoir procéder à cet abattage, ont fait des études extrêmement longues et minutieuses, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. Je voudrais préciser, si vous le permettez, au niveau de l'abattage rituel, un problème dont on parle beaucoup. La Torah comprend 613 commandements. Et parmi ces 613 commandements, il y en est un qui est l'interdiction de faire souffrir l'animal. Et c'est précisément la raison pour laquelle cet abattage rituel a été instauré depuis les origines, dans le but de ne pas faire souffrir l'animal. Alors, il y a des débats, je les ai suivis, j'y ai même participé avec
le grand rabbin Fison, qui a l'avantage d'être à la fois grand rabbin de la Moselle et médecin vétérinaire. Le but de cet abattage rituel, ce qu'on appelle en hébreu la shrita, est précisément d'éviter autant que faire se peut la souffrance animale. Les uns et les autres avaient indiqué que, évidemment, la laïcité ne posait strictement aucune difficulté. Est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous pensez que les choses sont plus simples sous un régime concordataire ou pas, parce que certaines des personnes qu'on a entendues estimaient que éventuellement le régime concordataire semblait évidemment un système plus performant, plus simple pour régler un certain nombre de problèmes, et évidemment certains rattrapages en fonction de religions qui seraient sur notre territoire depuis moins longtemps que la religion catholique ou que la religion juive ou protestante ou orthodoxe, enfin pour avoir un certain rattrapage en fonction de ce qui s'est passé un peu avant la loi de 1905. Donc quel est votre sentiment sur ce concordat? J'ajoute que le dialogue interreligieux en Alsace, et ça on l'a vu dans le cadre d'une autre mission, avait notamment permis une appréhension, notamment dans les écoles, de la minute de silence après Charlie, qui s'était passée, nous a-t-on dit, beaucoup mieux qu'ailleurs et où il n'y a pas eu d'incident. Donc ce fait religieux à l'école, en tous les cas dans le cadre concordataire et celui-là uniquement, semble quand même apporter un certain nombre d'apaisements, en tous les cas, et probablement lutter contre l'ignorance qui est quand même en général notre pire ennemi. C'est pour ça que nous sommes là. Est-ce que je pourrais avoir votre avis sur le sujet ? Effectivement, je crois que l'enseignement laïque du fait religieux est quelque chose de très important. Et on ne peut que regretter d'ailleurs les retards qui ont été constatés pour sa mise en place dans la France de l'intérieur, pour faire la comparaison. Mais le problème de l'Alsace et de la Moselle et des religions qui ont un statut, parce que le concordat ne concerne que l'Église catholique, pose le problème de l'égalité, puisque les religions qui en bénéficient en sont très contentes, et on ne peut qu'en prendre acte, mais celles qui n'en bénéficient pas font remarquer que la situation n'est pas conforme au principe de la Constitution, qui est l'égalité des citoyens. Et c'est là la difficulté de l'avis qui a été rendu par le Conseil constitutionnel, c'est qu'il a dit expressément que le régime actuel ne pouvait pas être étendu. Ça veut dire que le régime actuel est un régime qui est cristallisé et qui ne saurait être étendu, d'après ce qu'a dit le Conseil constitutionnel, à d'autres religions. Or, ça concerne les musulmans, mais ça concerne aussi les églises évangéliques, qui ne bénéficient pas de ce régime, qui ne concerne que les luthérans réformés en Alsace. Donc c'est à la fois positif. Ce qui est gênant, c'est qu'il ne soit pas possible de l'étendre à l'ensemble des cultes concernés. Si vous le permettez, moi qui ai vécu en Alsace durant une vingtaine d'années, j'ai pu constater que ce régime concordataire était un régime favorable aux religions, alors bien entendu aux grandes religions, la religion catholique, la religion protestante, la religion juive. Les rabbins, les curés, les pasteurs sont des agents de l'État. Et cela simplifie considérablement les choses pour ces différentes religions, car leur salaire en grande partie provient de leur statut de fonctionnaire. Maintenant, il est vrai que dans ce qu'on appelle la vieille France, donc en dehors de l'Alsace et la Moselle, ce régime n'existe pas, mais les communautés parviennent parfaitement à subvenir à leurs besoins. Mais c'est vrai que ce régime concordataire simplifie grandement les choses pour ces différentes religions. Alors pour à la fois avoir des relations assez suivies avec la mairie de Strasbourg et la mairie de Paris pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, notamment la gestion de la Grande Pagode,
Je peux témoigner vraiment que les relations entre les pouvoirs publics et les cultes sont vraiment plus apaisées, en Alsace en tout cas. Cette lecture de la laïcité qui peut être à un moment donné quand même lue, disons, ou interprétée avec plus ou moins de rigueur, prête parfois à des situations un peu ubuesques, notamment au niveau de la mairie de Paris, où les choses peuvent être culturelles à un moment donné, basculer dans le cultuel sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, ou le contraire d'ailleurs. Et en fait, on joue beaucoup avec cette ambiguïté en permanence, et ça fait des choix qui sont parfois mal compris de part et d'autre. Voilà. À titre d'exemple pratique, il y a une pagode vietnamienne qui est en cours de construction dans la banlieue strasbourgeoise, à la Vansenau, enfin la Robertso plus exactement. Et dans ce type de travaux, d'un montant de 1 500 000 ou 1 800 000 euros, la mairie de Strasbourg participe à hauteur de 10%, en plus d'un bail amphithéotique, et la région Alsace participe à hauteur de 10% également, ce qui fait que les frais engagés bénéficient, disons, de 20% d'argent public, mais c'était pour respecter ce qui avait été fait pour la construction de la grande mosquée quelques années plus tôt, où là aussi la ville et la région ont participé à hauteur de 20%. Pour ma part, pour notre part en tout cas, je pense que le concordat est une des modalités de la République laïque. Le concordat d'Alsace-Moselle est une des modalités de la République laïque qui ne s'oppose pas à la laïcité. C'est une autre manière de décliner la laïcité. Ce qu'on peut constater dans les faits, c'est qu'effectivement, le fait religieux a été mieux pris en compte et que du coup, il y a eu moins d'incompréhension probablement entre d'une part les pouvoirs publics et les cultes et entre les cultes eux-mêmes. Voilà, moi ce que je dirais pour la partie Alsace-Moselle. Merci. Moi, je voulais faire un commentaire un peu dans le même sens de ce que disait Anne-Violaine, c'est que le problème, c'est pas la religion, mais c'est l'intégration de la religion, je dirais, dans l'espace public, d'une certaine manière. Et c'est une question de philosophie et de construction de rapports qui sont non ambigus entre les autorités publiques et les religions et les responsables, en fait, cultuels. Et je prends un exemple un peu, d'une certaine manière, concordataire, par exemple, l'Église de Grèce, qui souffre beaucoup aujourd'hui de cette situation où l'État en fait paye les prêtres, les fonctionnaires. Et donc ça crée à la longue parfois des avantages, parfois des inconvénients. Mais le problème, c'est pas le régime concordataire ou une laïcité un peu à la jacobine. Le problème, c'est la manière dont on conçoit les relations entre les pouvoirs publics et les religions, et dont on conçoit l'intégration du fait religieux à l'intérieur même de la société. Soit on cherche à le garder à distance, soit on cherche à faire une intégration qui est plutôt harmonieuse et de coopération. Et c'est ça, à mon sens, tout l'enjeu. Je pense que la laïcité en France a son avantage, une évolution tout au long du XXe siècle. Et on a vu qu'au niveau du droit positif et au niveau des arrêts du Conseil d'État, il y avait des évolutions qui sont intéressantes. Mais à chaque fois, on sent qu'il y a parfois des rechutes qui font que tous les acquis et les évolutions qu'on a parfois retombent à travers cette ambiguïté, cette dualité qui continue à exister. Si je donne une image peut-être un peu de la situation, c'est comme si on a eu une naissance, mais on a oublié de couper le cordon ombilical. Et donc quelque part, on est un peu dans cette situation où on est rattaché et pas rattaché. Ce qu'a cité Jean-Daniel tout à l'heure sur cette disposition qui ne concerne que les associations cultuelles. Jusqu'à aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi ça ne concerne que les associations cultuelles. Donc il y a toujours des ambiguïtés comme ça qui par moments reviennent. Et ça crée beaucoup d'incompréhension et de mésintelligence. Alors que
on peut le constater sur la durée tout au long du XXe siècle, que ce soit dans le cadre du rapport Machelon ou dans le cadre par exemple du groupe juridique interculte. On a travaillé en très bonne intelligence pendant 3 ans pratiquement dans le cadre du ministère de l'Intérieur et ça promettait beaucoup parce que pour nous c'était un forum dans lequel on n'était pas dans des relations bilatérales, on était dans des relations multilatérales mais avec les autorités publiques. C'est-à-dire le fait religieux concernait les deux parties, mais non pas perçu d'une manière jacobine, c'est-à-dire de haut en bas. C'est un peu dans ce que je disais tout à l'heure de l'approche partenariale. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important de voir qu'il y a la conception de l'État doit d'une certaine manière évoluer sur ces questions-là. L'approche partenariale, c'est une approche synergétique entre des acteurs de la société pour qu'il y ait davantage de convergence entre eux. On le voit très bien, par exemple, le développement des projets publics-privés, par exemple. Ça, c'est une approche partenariale parce que l'État n'arrive plus aujourd'hui sur beaucoup de sujets à être le seul ordonnateur, exécuteur et donc, le fait religieux en fait partie de ces questions régaliennes, de ces questions qui sont hyper sensibles, hyper importantes pour la société, dans lesquelles le besoin d'une vraie approche partenariale est de plus en plus important. Et in fine, peu importe les dispositions du concordat ou d'une laïcité un peu de l'intérieur, c'est cette question-là qui nécessite d'être tranchée, à mon sens. Madame Goulet, pour de nouvelles questions. Oui, merci Madame la Présidente. Je ne voudrais pas laisser penser que le débat qui s'est instauré à propos de Strasbourg laisse penser à une seconde que nous envisageons, ne serait-ce que d'un iota, de bouger la loi de 1905. Il est parfaitement clair qu'il est totalement immuable sur le fond, la forme et dans notre esprit, dans celle de cette commission. J'ai 2 questions à poser globalement. Premièrement, l'enseignement. L'enseignement privé, qu'il soit catholique ou juif ou s'il y en a un autre protestant, comment est-il organisé, comment est-il financé? Et puis la deuxième question, le contrôle des conversions. Comment ça fonctionne? Les gens qui se convertissent, quel est leur programme de conversion, quel est le suivi, quel est le parrainage, comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, merci. Si vous le permettez, je vais répondre à ces 2 questions. Concernant l'enseignement, donc les écoles privées confessionnelles juives, il y en a un certain nombre à travers la France, principalement en région parisienne, et ces écoles sont généralement sous contrat avec l'éducation nationale. On a tous entendu parler de ce livre qui est paru au début des années 2000, Les territoires perdus de la République. Il est devenu extrêmement difficile, voire impossible, dans certaines communes, dans certaines banlieues, pour des enfants de confession juive de pouvoir bénéficier de l'école publique, laïque et républicaine. C'est un véritable drame pour un grand nombre de familles qui n'envisageaient pas de mettre leurs enfants dans des écoles privées, qui eux-mêmes ont toujours bénéficié de l'enseignement public, mais la montée de ce nouvel antisémitisme a fait que ces difficultés a amené bon nombre de familles à diriger leurs enfants vers les écoles juives privées, voire parfois vers des écoles catholiques privées, parce qu'effectivement, pour préserver leurs enfants d'insultes, de coups, voire pire encore, la solution, ça a été l'école privée. Donc les écoles juives, dans leur majeure partie, sont des écoles sous contrat avec l'éducation nationale. L'enseignement est l'enseignement absolument identique à celui qui est dispensé dans toutes les écoles, lycées, collèges publics. Il y a, dans ces écoles privées, des cours de Bible, des cours de Talmud, des cours de pensée juive. Alors, en fonction des écoles, ça peut être 2 heures par jour, 3 heures par jour, voire peut-être plus. Mais l'objectif est toujours de faire en sorte que le programme de l'éducation nationale soit scrupuleusement respecté.
vous avez évoqué le problème des conversions. Alors, si vous le permettez, la religion juive a une spécificité par rapport aux autres religions, c'est qu'elle n'est absolument pas prosélyte. Elle ne cherche d'aucune manière à vouloir convertir qui que ce soit. Mais, tout un chacun qui aurait la foi, la volonté de se convertir au judaïsme, peut le faire, et à la suite de cette conversion, est juif à part entière, comme le rabbin. Je connais bon nombre de rabbins qui n'étaient pas juifs, qui sont convertis au judaïsme, qui ont eu une conviction très forte et qui ont fait des études très poussées, et qui sont devenus rabbins. Donc, c'est une spécificité qui me paraît importante, le fait qu'on ne cherche pas à convertir, mais qu'on permet à toute personne qui le souhaite sincèrement d'adhérer à la religion juive et de devenir juif à part entière. Alors, comment se fait cette conversion? Il y a au consistoire de Paris, comme je le disais tout à l'heure, le tribunal rabbinique qui s'appelle le Bet Din, qui a diverses missions, notamment liées à la famille, mais notamment celle de la conversion. Et les candidats à la conversion sont reçus par des rabbins spécialisés qui s'entretiennent avec eux. Je pense même qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des psychologues qui participent donc à ces réunions pour essayer de faire prendre conscience aux personnes voulant devenir juives de la difficulté d'être juif. Mais à la suite d'un parcours qui peut durer 1 an, 2 ans, 3 ans, sont les candidats. Lorsque le rabbin chargé de la conversion estime que le candidat est à même de franchir le pas de devenir juif, eh bien, il comparaît devant un tribunal rabbinique composé de 3 rabbins, il devient juif, il manifeste son adhésion donc à la religion juive, et suite à cela, il passe par le bain rituel et il devient juif à part entière. Pardonnez-moi, le financement des écoles. Le financement des écoles, c'est un problème extrêmement important, car vouloir diriger une école privée, qu'elle soit catholique, protestante, juive ou autre, c'est souvent quelque chose de très très difficile. Alors, ces écoles, les écoles privées de confession juive, sont financées par l'écolage. Donc, ce sont les parents qui versent à l'école des frais de scolarité. Pour les enfants dont les parents sont défavorisés, et ils sont nombreux, hélas, il y a des bourses qui sont accordées à ces familles. Ces écoles bénéficient également de dons, elles peuvent bénéficier de legs, mais ce financement est un financement privé. D'autres précisions, mesdames? Pour le culte catholique, les écoles sont toutes quasiment sous contrat, donc exactement dans la même configuration précisée à l'instant. Pour le contrôle des conversions, de notre côté, nous ne sommes pas non plus prosélytes et nous faisons extrêmement attention à la démarche personnelle. C'est-à-dire qu'une personne qui demande le baptême rentre dans une démarche longue de préparation qu'on appelle le catéchuménat, qui dure 2 ans, au moins 2 ans, pour bien s'assurer que la personne fait une démarche personnelle et pas sous influence. Voilà. Merci. Monsieur Roch. En ce qui concerne les écoles, en 1882, au moment de la laïcisation, les protestants ont remis leurs écoles à l'État. Ce qui explique qu'il n'existe que 5 écoles sous contrat, et elles sont toutes en Alsace, puisque l'Alsace, en 1882, n'était pas en France. Donc, ceci étant dit, depuis quelques années, se créent des écoles privées hors contrat évangéliques. Et là, je me permettrai de préciser un point. La réglementation éducation nationale exige 5 ans de fonctionnement avant de passer au contrat. Donc, il y a nécessairement une étape de sous-privé hors contrat avant d'arriver au contrat. Alors, très rapidement, madame. Dans la présentation des écoles privées
à confession. Il y a une chose qui manque dans la présentation, c'est la reconnaissance de l'éducation nationale, ça a été dit, mais aussi les villes. Pour les enfants qui habitent la ville, versent une somme à l'école confessionnelle, qu'elle soit juive ou catholique. Musulmane, c'est plus compliqué pour qu'elle soit reconnue par l'éducation nationale, mais moi je vois le cas de ma ville, Aubervilliers, cela, où on a 4 écoles confessionnelles, catholiques, juives, musulmanes, où il y a des subventions de la ville, mais pour les enfants uniquement qui habitent la ville. Il y a également pour les collèges privés confessionnels la même chose au niveau du conseil départemental pour les enfants qui habitent bien sûr le département. Donc c'est important de le souligner parce que c'est une deuxième reconnaissance, d'une part l'éducation nationale et d'autre part les villes pour les enfants qui sont scolarisés dans ces écoles. En fait, pour l'Église orthodoxe, on n'a pas d'enseignement confessionnel, on n'a pas d'école privée. Du moins jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas senti ce besoin-là d'aller vers cette logique-là. Et donc, il y a une insertion, je dirais, dans l'école républicaine, dans les écoles privées. Donc, il n'y a pas une forme de dualité par rapport à ça. Deuxièmement, sur les questions de conversion, c'est pratiquement le même schéma, je dirais, qu'a décliné Anne Violaine. C'est que, mais pas forcément en fait cette durée-là, c'est une démarche qui est essentiellement personnelle et qui reste dans une logique, je dirais, de conversion de la personne à un processus, puis à une foi à une église, jusqu'au moment de son baptême. Et donc ça reste une démarche personnelle. Il n'y a pas de, je dirais, de contrôle dans ce sens-là. Il y a une démarche qui est en relation avec un père spirituel, un prêtre, et puis la personne qui rentre dans un cycle de catéchuménat. Ma réflexion plutôt générale, je dirais, sur la question des écoles privées, mais ça c'est quelque part, c'est un Libanais qui parle, en fait, qui a vécu aussi d'une certaine manière, Libanais d'origine, je suis très français, Libanais d'origine, mais quelque part, je compare souvent la désintégration, je dirais, de l'État républicain au Liban à travers cette logique de concurrence entre ce que j'appelle la valeur nationale et la valeur communautaire, qui était toujours en concurrence. Qui va prendre le dessus sur l'autre? Est-ce que c'est la valeur communautaire qui va prendre le dessus sur la valeur nationale ou l'inverse? C'est pour ça que j'ai dit dans mon exposé introductif que la vraie menace, c'est jusqu'où on peut pousser la communautarisation sans remettre en cause quelque part la valeur nationale. Et donc, toutes les logiques, je dirais, d'écoles privées qui peuvent avoir une logique historique, je dirais, ou une logique communautaire, c'est quelque chose qui doit être manié en même temps avec la nécessité, je dirais, d'aller vers l'intégration. Et le problème de financement, c'est exactement la même logique. C'est-à-dire que le problème, c'est pas d'où vient le financement, mais comment on le traite, selon quelle logique de transparence, dans quel objectif. Est-ce qu'on est dans une logique et dans une tendance d'intégration dans le tissu national, ou on est en train de trouver des solutions pour davantage de communautarisation qui menacent le tissu républicain in fine. C'est ça la vraie, à mon sens, encore une fois, c'est une réflexion personnelle, c'est ça la vraie menace. Parce que la communautarisation, c'est la désintégration de la communauté nationale, à la longue. Monsieur Richard. Avec plaisir. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs. Étant alsacien, je peux témoigner de la qualité de ce dialogue qui fonctionne maintenant depuis de très longues années, puisque celui qui a véritablement introduit les amorces de ce dialogue, c'était feu le sénateur Rudloff, Marcel Rudloff, qui ensuite qui était sénateur, qui a été ensuite membre du Conseil constitutionnel, puis après son décès, feu Adrien Zeller, qui a beaucoup fait aussi à cet égard, en nommant pour la première fois un pasteur dans son cabinet pour s'occuper, c'est pas banal ça, s'occuper du dialogue interreligieux. Et puis maintenant Philippe Richert qui continue en ayant nommé lui aussi un pasteur pour suivre ces opérations. Je voudrais, sans être trop long, rappeler juste une anecdote que peut-être vous ne connaissez pas. Avec ma collègue Nathalie Goulet, nous étions co-présidents de la commission d'enquête
sur la lutte contre les réseaux djihadistes. Une commission d'enquête sénatoriale qui a duré 6 mois et nous nous étions déplacés à Strasbourg. J'y tenais un peu puisque c'est de Strasbourg que sont partis les premiers djihadistes. Moi je me souviens, étant strasbourgeois, que quand j'ai appris ça, je suis tombé de ma chaise. Personne ne l'avait vu venir. Nous savions naturellement qu'il y avait de la radicalisation dans l'air, mais pas cela. Et donc cette commission d'enquête s'est rendue à Strasbourg. Et entre autres auditions, nous avons eu celle du proviseur, je crois qu'il y a l'un ou l'autre, encore que le président de l'Union bouddhiste est parti, personnes présentes ici qui connaissent l'Alsace et qui connaîtront peut-être un lycée qui s'appelle le lycée Matisse, qui se trouve dans une zone, on va pas appeler ça banlieue s'agissant de Strasbourg, parce que Strasbourg n'a pas de banlieue, mais dans une zone allez, un peu difficile, on va le dire comme ça. C'est pas la plus difficile, mais elle est un peu difficile. Et ce lycée est à la fois lycée d'enseignement technologique, lycée professionnel et CFA, centre de formation d'apprentis. Pour celles et ceux qui connaissent un peu la gradation des établissements scolaires, ils savent ce qu'un CFA veut dire précisément dans une zone pas facile quand même, malgré les atténuations que je viens d'y apporter. Un établissement qui doit faire 1200, 1400 jeunes, je ne me souviens plus exactement, et pour avoir interrogé le proviseur à l'époque, ça remonte début de l'année dernière, sur notamment le respect de la fameuse minute de silence qui avait été demandée aux établissements scolaires, je pense que vous vous en souvenez tous. Ce proviseur nous a dit que non, chez lui, il n'y avait eu aucun souci, il n'y avait eu aucun problème. Et donc, à l'étonnement quand même de celles et ceux qui connaissaient les difficultés qui étaient apparues dans un certain nombre d'établissements, nous lui avons demandé pourquoi. Et il nous a répondu que ça ne posait pas de problème puisque le dialogue interreligieux fonctionnait dans cet établissement depuis de très longues années. Il le disait d'autant plus que ce n'est pas lui qui l'avait introduit. Il s'avère que moi, dans le temps, j'avais été membre du conseil d'administration avec ma casquette de conseiller régional de ce lycée. Et donc, je savais que ça fonctionnait comme ça. Il y avait un dialogue interreligieux qui fonctionnait grâce à l'heure entre guillemets, confessionnelle, ou l'heure religieuse. Nous, on appelait ça l'heure de religion. Votre serviteur a suivi cette heure de religion il y a déjà fort. Voilà. J'ai jamais été dispensé, parce que vous savez que c'est jusqu'à une période récente. Maintenant, là, il y a l'observatoire de la laïcité qui nous fait quelques petits soucis sur ça, mais jusqu'à une période, jusqu'actuellement d'ailleurs encore, c'est obligatoire de suivre le cours, sauf dispense. Sauf dispense. Moi, j'ai jamais été dispensé, mes parents n'ont jamais voulu me dispenser, donc j'ai fait ça de la 11e à l'époque jusqu'en terminale. Et donc, voilà, j'ai le sentiment que j'ai pas trop mal, voilà, c'est ça, pas trop mal tourné, mais peu importe. Je reviens à l'anecdote. Je connaissais ça et à l'époque, c'était une heure, moi je suis chrétien, catholique, et c'était une heure quasiment de catéchisme. Mais il est vrai que j'habitais pas Strasbourg, j'habitais Wissembourg, une petite commune qui à l'époque avait 5000 habitants tout au nord, et là on y tenait, voilà. Et petit à petit, on a vu évoluer cette heure de religion en une heure, dans certains établissements qui voulaient bien le faire, d'heures d'information, de sensibilisation du fait et de compréhension du fait religieux. Et donc le proviseur nous a dit, et ça je l'ignorais, qu'il mettait tous les élèves intéressés, classe par classe bien sûr, hein, pas, voilà, face à des enseignants habilité, hein, pas juste quelqu'un qui c'était pas un prof d'histoire, habilité sur le fait religieux. Je sais d'ailleurs pas comment il les formait, mais il en avait l'un ou l'autre. Et il disait chaque semaine, les gens n'ont pas le choix. Je n'accepte pas les dispenses. Je n'accepte pas les dispenses. Et ceci, c'est pas lui qui l'avait introduit, ça a été introduit depuis tous ses prédécesseurs. Et il disait, ça marche très bien. Il y a des échanges tout le temps. Forte prépondérance de musulmans, hein, dans cet établissement. Ça marche tout le temps, il n'y a pas de problème. Et quand j'ai demandé ma minute de silence, il n'y a pas eu de souci. Et je me souviens lui avoir posé la question, Nathalie, tu étais là, mais vous l'avez fait comment cette minute de silence? Cours par cours, salle par salle? Il dit pas du tout. Moi, j'ai réuni la totalité de mes élèves, tous ceux qui étaient là, 1200, 1400, je ne sais plus bien, voilà, dans le patio.
Et puis je leur ai demandé de réserver une minute de silence. Et vous savez que quand on met plus il y a de monde, plus c'est difficile. Hein, voilà. Et ben, il me dit, on aurait entendu une mouche voler, ils ont respecté tous, personne n'a levé la main, personne n'a regardé ailleurs, personne ne s'est tourné, etc., etc. Donc moi, ça m'a vraiment beaucoup ébranlé. Et ça m'amène à la question. Nathalie m'a dit que vous étiez naturellement favorable au dialogue, je dis, enfin naturellement, vous étiez favorable au dialogue interreligieux, vous le pratiquez au plan national, enfin là où vous êtes. Est-ce que vous pensez que ce dialogue interreligieux peut, ailleurs qu'en Alsace, hein, voilà, ailleurs qu'en Alsace, aboutir à des résultats de ce type? Je vais rester très, très humble, hein, parce que le dialogue religieux fonctionne maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, depuis au moins 20 ans, et monte en gamme, vraiment d'année en année monte en gamme. On a eu le résultat sur la minute de silence dont je viens de parler, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir les premiers candidats au djihad. Ça ne nous a pas empêché. Ce qui reste montre que si c'est une des façons éventuellement de limiter les conduites déviantes, c'est pas quand même la solution, c'est pas la seule solution. Et si c'est une des solutions, il faut naturellement développer massivement ce type de dialogue. Alors, le Conseil régional fait beaucoup sur ça, le mois de l'autre, enfin beaucoup de choses qui concourent à ce dialogue. Voilà, ma question c'est, est-ce que vous croyez que c'est duplicable malgré les lacunes au plan national? Est-ce que vous pensez que cette heure, je vais très loin là, cette heure d'information civique ou morale chère à Madame Vallaud-Belkacem pourrait être utilisée pour ça? Effectivement, nous en avons déjà parlé, mais pour pouvoir répondre à Monsieur Richard, peut-être en quelques mots. Si vous permettez, je vais en dire quelques mots. Nous disions les uns et les autres que le dialogue interreligieux était extrêmement fructueux. Et je donnais l'exemple des représentants du CFCM, le président notamment, qui est venu à plusieurs reprises au consistoire central, et le président du consistoire de Paris qui s'est rendu à la mosquée de Paris et dans d'autres lieux de culte musulman de façon régulière. Mais une initiative qui est extrêmement intéressante émane d'un rabbin qui est également professeur. Il est professeur à la faculté de Strasbourg, mais il est rabbin de Ris-Orangis. C'est le rabbin Michel Sarfati. Et ce rabbin a créé les amitiés judéo-musulmanes. Et il a sillonné la France, il le fait régulièrement avec un bus. Et ce bus permet de faire rencontrer de jeunes musulmans et de jeunes juifs pour faire tomber les barrières qui pourraient exister. La vraie difficulté, c'est que le recteur Dalil Boubaker, d'autres imams comme l'imam Chalgoumi, l'imam de Bordeaux et d'autres, sont des gens extrêmement ouverts, mais je n'imagine pas que les milieux salafistes aient véritablement envie de dialoguer, notamment avec les représentants de la communauté juive, ou peut-être même avec les représentants des autres communautés. Mais cette minute de silence, moi également j'ai connu cette heure qu'on appelait cours de religion dans les lycées alsaciens, c'est extrêmement enrichissant, on ne connaît pas dans le reste de la France. C'est vrai que cette minute de silence paraît extrêmement importante, et cette heure de réflexion qui est proposée par la ministre de l'Éducation nationale pourrait effectivement permettre de faire connaître le fait religieux des uns et des autres aux élèves et permettre un rapprochement et de faire tomber les préventions des uns et des autres. Il me semble que, effectivement, nous avons déjà dit tous notre attachement au dialogue interreligieux et le constat que ça existe sur le terrain. Donc, je veux dire, il me semble que les difficultés ne viennent pas de la loi de 1905, qui ne dit rien à la matière et donc qui n'empêche rien, mais qui viennent plutôt de l'organisation de chacun des ministères concernés. Par exemple, pour reprendre l'exemple précis, en Alsace et en Moselle, il y a effectivement tout un budget pour rémunérer les intervenants en la matière. Ce sont des gens rémunérés et formés.
Et les églises ont beaucoup fait un effort depuis quelques années pour développer ce dont vous avez parlé, et elles y ont investi beaucoup de formation. Et si on a tant de difficultés en France de l'intérieur pour mettre en place cet enseignement laïque du fait religieux, c'est justement le problème de la formation. Qui va l'assurer? Donc, je vois cette difficulté du côté de l'éducation nationale, avoir les moyens d'eux, et même difficulté du côté pénitentiaire. Les aumôniers sont toujours très favorables au travail interreligieux. La difficulté, c'est un certain nombre de dispositions réglementaires qui prévoient qu'en théorie, c'est chaque culte qui. Donc, je crois que nous ne pouvons qu'être favorables à cette idée, mais ça veut dire qu'il faut que tous les ministères concernés fassent évoluer les textes en la matière. Pour notre part, je voudrais revenir un peu peut-être sur une précision terminologique. La notion de dialogue interreligieux telle que nous on la conçoit entre les différentes confessions, elle a aussi une dimension théologique qui n'est pas du tout, qui n'intervient pas, j'imagine, dans le cadre d'un enseignement scolaire, qui est l'enseignement du fait religieux. Enfin, je préfère préciser ça parce qu'il pourrait y avoir des confusions. Par contre, je pense qu'effectivement, il est très important qu'il y ait cette connaissance réciproque du culte de chacun. Et je pense que ça se fait, en tout cas moi j'ai connaissance d'une école catholique où cela se fait. C'est-à-dire qu'on fait intervenir un imam, on fait intervenir un rabbin, on fait intervenir un pasteur, de manière à ce que les élèves puissent connaître les différentes religions et comment elles fonctionnent et savoir qui on est. Et si on sait qui on est, on peut discuter. Voilà. Madame Goulet. Oui, je voulais, avant que Madame la Présidente clôture cette session, d'abord vous remercier d'être venue. Vous indiquer que c'est une mission d'information qui est assez délicate compte tenu du sujet et que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice d'une meilleure compréhension de l'autre et de l'altérité. Et je voudrais dire à Monsieur Buchinger qui, au début de son intervention, au cours de son intervention et à chacune de ses interventions a fait part de des menaces, de l'antisémitisme et du ressenti d'insécurité que, comme nous l'avons dit aux personnalités de la communauté musulmane qui sont venues à de très nombreuses reprises déjà devant nous, mon cher collègue, qu'à la fois les musulmans et les juifs ont toute leur place dans la République et dans la sécurité. Et que j'espère que ce sentiment pourra très rapidement se dissiper parce que ça ne correspond pas à la France plurielle et telle que nous la concevons. Et je voulais quand même, au titre du rapporteur, vous faire cette observation. Je voulais aussi, avant de vous saluer, rebondir et confirmer, je dirais, les propos de ma collègue rapporteure. Cette mission d'information porte sur des sujets qui nous concernent tous dans notre vie quotidienne et nous souhaitons et nous avons cette volonté de la réaliser dans le cadre de la République, dans le cadre d'un État laïque qui permet à chacun et chacune d'exercer, s'il le souhaite, sa religion et pouvoir non seulement comment on va dire se baser sur ces valeurs extrêmement fortes, mais pouvoir aussi être pour nous l'occasion de réaffirmer que ces valeurs sont essentielles à notre République et que notre pays se doit, et il le fait, de permettre encore une fois à chacun et chacune, quand ils ont fait ce choix, eh bien, de pratiquer leur religion. Merci encore à tous. Le problème n'est pas le dialogue interreligieux, mais le malaise qui peut exister lorsque certains identifient la religion à un combat politique ou social. Cette phrase pourrait résumer à elle seule l'audition que vous venez de voir. Les différents représentants des cultes, des confessions de France sont intervenus devant les sénateurs de la mission d'information sur l'islam. Une audition que vous pouvez toujours voir et revoir en VOD sur notre site publicsénat.fr. Très bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires.